Ils se sont moqués de lui au restaurant sans savoir qu'il détenait la signature d'un contrat de 8e million. Abonnez-vous pour d'autres histoires où le pouvoir bascule. La salle scintillait comme un écrin. Des lustres en cristal lançaient des éclats sur les nappes blanches, sur les verres alignés comme des soldats polis, sur les costumes et les robes qui semblaient avoir été taillés pour avaler la lumière. Au fond, un écran géant affichait en boucle le logo d'Aurora Ventures, le nom de la jeune pousse dont tout le monde parlait ce soir-là, et le slogan d'un partenariat qu'on qualifiait déjà d'histoire à succès. Les conversations bruissaient, ponctuées du cliquetis des couverts, du rire contenu des invités et du murmure régulier des téléphones que chacun surveillait comme un baromètre de son propre prestige. Jamal Rivers était là, mais il n'était pas fait pour être vu. Sa veste, sobre et bien coupée, contrastait avec le flot d'ornements. Sa cravate était simple, son allure réservée. Son carton d'invitation, un rectangle discret glissé dans sa poche, portait la mention « partenaire stratégique », une réalité que personne dans la pièce ne prenait au sérieux à première vue. Il se fondait dans la circulation d'un homme qui sait attendre, qui mesure ses gestes. Les premiers signes d'inconfort furent minuscules. Un serveur qui détourne le regard quand Jamal passe, une chaise qu'on lui réserve sans chaleur, des regards qui se posent puis s'éteignent. Puis, comme dans ces scènes bâties pour l'architecture du mépris, Vanessa Hale apparut. Elle tenait son verre comme une bannière, sa robe attirait les flashs et ses talons claquaient un tempo de domination. À côté d'elle, Richard Hale, visage parfaitement calibré pour la une des magazines, riait d'un air assuré, convaincu d'être le centre stabilisant de l'univers. Vanessa observa Jamal avec une curiosité condescendante. « Regardez celui-là » dit-elle, la phrase jetée comme une pierre qui éclabousse. Les lèvres de Jamal acquiescèrent à peine. Il sourit, et dans ce sourire, il y avait la neutralité d'un homme habitué au regard. Les rires se rapprochèrent, petit nuage étouffé, et bientôt quelqu'un pointa son téléphone, composa une image. La caméra se rapprocha comme un juge sans visage. Le moment pivot fut presque ordinaire. Vanessa fit un geste théâtral, parla haut pour que la pièce l'entende, puis fit basculer un verre de vin rouge. Le liquide s'étala en une tache sur la veste sobre de Jamal, glissa sur la laine, puis sur la nappe comme un fil de couleur vive dans un tableau trop propre. Le silence qui suivit fut d'abord un choc mal contenu, puis une onde de suffrage. On rit pour couvrir l'embarras, on filme parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Les téléphones s'allumèrent, cependant que la caméra de quelqu'un trouvait un cadre parfait. Une femme riche, un mari puissant, un invité mal choisi, tout y était. Vanessa se mit à feindre l'effroi, amplifiant la scène pour en faire un spectacle. « Mais enfin, quelle maladresse !» dit-elle en s'adressant à la salle. Son ton était celui d'un professeur amenable dispensant une leçon d'ordre social. Des murmures, des exclamations « Oh, quelle honte! Quel manque d'allure !» et déjà les rires gras qui trouvent de la joie dans le discrédit d'autrui. Certains se penchèrent, satisfaits d'avoir assisté à une petite héroïne sociale triomphant. Jamal resta immobile. Son silence n'était pas statue d'orgueil, mais calculé retenu. Il essuya le vin d'un revers de main, sans protester. Il n'y eut pas d'éclat, pas de scène équivalente. Il se contenta d'un geste minimal, un sourire qui ne s'étendit pas, puis se leva et quitta la salle. Son départ n'était pas un départ théâtral. Il traversa la porte latérale, sortit dans la nuit, où l'air lui parut plus net, plus froid. Et son téléphone, léger dans sa poche, attendait. Dehors, la ville continuait d'ignorer l'événement. Taxi qui glissait, enseignes lumineuses, une humidité qui tenait la fumée et les odeurs. Jamal s'adossa un instant contre la façade, prit une respiration courte, méthodique, et sortit un carnet, pas pour écrire, mais pour vérifier une continuité. Il composa un numéro. Sa voix, au téléphone, fut courte, sans tremblement. « Activez les mesures, dit-il. Priorité 1, gel du processus de finalisation. Informez la chambre de compliance et verrouillez l'accès. Prévenez les contacts chez les investisseurs et lancez la revue de réputation. » Les consignes furent brèves, presque sèches. Elles n'avaient rien d'une vengeance impulsive. Jamal n'appelait pas à la ruine, il mettait en marche des leviers institutionnels, ceux qu'on actionne pour protéger un capital et une réputation. Il n'expliqua pas, il ordonna.
Il avait des canaux, des relais que l'on ne voyait pas au milieu des nappes et des lustres. Des conseillers, des partenaires financiers, des avocats en alerte, un comité de validation. Il n'y avait aucun acte illégal dans ces mots, seulement la mise en marche d'un pouvoir discret et mesuré. Pendant ce temps, à l'intérieur, le petit film s'auto-alimentait. Les téléphones gravaient, les réseaux aspiraient le fragment. Une séquence courte, claire, pouvait circuler comme une mèche qui enflamme. Un invité publia une story, puis un autre retweeta, puis quelqu'un identifia un profil influent. L'image glissa d'écran en écran avec la vitesse de l'effet boule de neige. Les rires enregistrés basculèrent en commentaires. Scandaleux, quelle arrogance, est-ce qu'on payerait pour ça? 20 minutes suffirent pour que la scène devienne une pièce publique. La viralité n'était pas un monstre abstrait, c'était une salle d'opinion collective. Les mails affluèrent au bureau d'Aurora Ventures. Messages inquiets d'actionnaires, demandes de clarification de partenaires potentiels, appels de presse. Le comité chargé de la signature du partenariat de 8 millions se réveilla à l'idée que l'assiette sociale venait de se fissurer. On discuta, on consulta, on regarda la vidéo. On parla de risques, d'images, d'autres choses que des chiffres. On discuta de l'histoire humaine qu'on achetait avec un chèque. Dans la poche de sa veste, Jamal sentit le téléphone vibrer. Rappel, confirmation, les premières réponses à ses instructions. La neutralité du geste avait produit un effet plus percutant que l'indignation spectaculaire. À l'intérieur du monde des décisions, on parlait désormais de suspension. Pas une annulation définitive annoncée sur la place publique, mais un arrêt net des procédures qui menaient au transfert des fonds. Le mot se propagea d'un bureau obscur à un autre, en attente. Pour une somme de 8 millions, la glace changea de direction. La salle se décomposa petit à petit. Les sourires figés devinrent des masques. Richard L. fut le premier à rechercher la trajectoire du désastre. Un geste, une vidéo, et tout le travail d'un an avait été transformé en interrogation. Vanessa chercha d'abord la colère, la revanche personnelle. Mais la colère n'était pas un instrument quand les marchés avaient pris la peine d'écouter. Elle appela, fit des gestes, Richard appela aussi. Leurs téléphones sonnèrent dans le vide d'une salle qui ne savait plus quoi faire d'eux. La panique fut composée, pas hystérique, des mails de dernière minute aux investisseurs, des conférences téléphoniques réorganisées en urgence, des communiqués demandant du temps. L'ego de la salle, qui s'appuyait sur l'idée que l'argent achetait l'indulgence, se trouvait déstabilisé par la vitesse d'une caméra. À mesure que la vidéo franchissait le seuil des écrans, l'échelle de l'enjeu changea. La question n'était plus seulement sociale, elle devenait financière, et les capitaux, toujours sensibles, se retirèrent progressivement. Quelques investisseurs, soucieux de la réputation de leur portefeuille, sollicitèrent des garanties. D'autres, plus prudents, firent savoir qu'ils préféraient ne pas s'engager avant une enquête. La spirale s'amplifia. En moins d'une journée, des partenaires se mirent en retrait. Certains signaux envoyés par les marchés furent irrémédiables. L'offre de financement perdit de son lustre. Les clauses se renégocièrent. Le projet d'expansion se retrouva en suspens. La valeur sociale qui servait d'assise à la levée de fonds s'effrita comme sucre dans l'eau chaude. Il ne s'agissait pas d'un châtiment personnel, c'était la mécanique impersonnelle d'un monde où l'opinion se transfère en capital de confiance. Le lendemain, la une des médias locaux portait la scène comme image d'ouverture, fragments de soirée, titres courts, discussions sur le comportement des élites. Les hashtags montèrent, certains défendant Jamal, d'autres s'efforçant de comprendre la dynamique de pouvoir et de la honte. Des visages autrefois protégés se retrouvaient exposés à l'analyse publique. On scruta leurs réactions, leurs excuses, leurs tentatives de rachat. Richard, qui jusque-là incarnait la maîtrise, sombra sous la pression. Il reçut des appels de la banque partenaire. Des voix polies glissèrent des mots qui signifiaient « retirer » sans l'oser trop fort. Vanessa, dont l'indignation matinale avait été une arme sociale, découvrit la limite de ses ressorts lorsqu'on lui demanda des comptes à propos de la scène filmée. Ils essayèrent d'acheter le silence par l'humiliation du public. Ils tentèrent de la réparation publique. Ils supplièrent en messages privés. Tout cela sans reconnaître vraiment qu'une chose avait été révélée, la vulnérabilité du statut. Les nuits suivantes, les lumières de la maison de Jamal restèrent éteintes. On aurait pu imaginer qu'il recevrait des appels furieux, des menaces, des offres d'argent, mais sa seule porte sema un matin d'ennui contrarié. Une voiture de luxe, des silhouettes pressées, des voix fébriles.
Richard en personne, accompagné d'un avocat et d'une assistante, descendit du véhicule. Vanessa, pâle, porta un manteau épais pour masquer l'embarras. Ils se présentaient comme des suppliants, non pas pour une signature, cette idée leur avait d'abord parcouru l'esprit, mais pour une concession publique, une excuse qui puisse réparer le tissu déchiré. La sonnette retentit. Jamal, qui avait entendu les fracas d'une voiture s'éloigner la nuit précédente, s'était préparé à ce moment. Il ouvrit la porte d'un geste lent. La maison était modeste, pas de déco ostentatoire, seulement des preuves d'une vie simple. Quelques livres, une plante sur le seuil, une tasse qui séchait sur l'évier. L'évidence de la simplicité fut un miroir pour ceux qui attendaient qu'il exhibe le talon de la revanche. « Nous sommes désolés », commença Vanessa, les mots sortant plus petits qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce qui s'est passé au gala, c'était une erreur. » « Une erreur qui nous a coûté cher, » dit Richard, cherchant dans le regard de Jamal une compacité, un indicateur où mettre la pression. Il n'y avait pas de menace explicite, juste cette tentative de négociation implicite, faire appel à la pitié. Jamal les regarda sans se laisser emporter. Sa voix ne monta pas, elle resta contenue, précise. « Vous pensez peut-être pouvoir acheter la réparation » dit-il simplement. « Ce n'est pas une question d'argent pour moi, c'est une question de respect. » Il n'eut pas de plainte grandiose, pas de réquisitoire public. Sa réponse prit la forme d'une clôture polie. Il ne réouvrirait pas le dossier, il ne signerait pas l'accord et il ne tolérerait pas qu'on transforme son humiliation en monnaie d'échange. Il n'offrit pas de revanche, il offrit une fin. Vanessa tenta une autre approche, s'excuser avec une générosité factice, proposer un don à une association, promettre une campagne de sensibilisation. Richard parla des engagements professionnels, des familles, de l'avenir que la signature promettait à tant de salariés. Ils évoquèrent les conséquences pour Aurora Ventures, pour les employés, pour les projets. Ils firent appel à l'empathie. Mais Jamal, qui ne cherchait pas à détruire des vies, resta inflexible sur un point. Il n'accepterait pas que l'humiliation se convertisse en monnaie de rédemption. « Vous avez renversé quelque chose qui n'appartient pas à vous, » dit-il enfin. « Vous avez pensé que votre statut vous protégeait de l'humiliation. Mais la dignité n'est pas une chaise qu'on réserve, elle ne s'achète pas à prix d'or. » Il ferma la porte doucement, pas avec violence, un mouvement qui marquait une phrase terminée. Leurs suppliques furent restées à l'entrée comme une lettre jamais ouverte. Aucun geste ultérieur ne changea sa décision. Les retombées continuèrent à se matérialiser de manière ordonnée. La suspension formelle du processus de signature pour les 8e millions de dollars fut confirmée par un communiqué sobre. En raison d'un événement récent affectant la réputation, le Conseil a décidé de mettre en attente la finalisation du partenariat. Les mots furent choisis pour leur neutralité administrative, mais la portée fut nette. Les marchés avaient estimé le risque et avaient choisi de se retirer. Certains employés d'Aurora Ventures furent inquiets. D'autres, dans l'ombre, murmuraient que le projet devait maintenant se penser autrement. L'argent ne s'évapora pas dans une tempête d'un soir, il se retirait, méthodique, comme un navire qui lève l'ancre devant la houle publique. Il serait facile de jubiler devant la chute des Halles, d'imaginer la revanche comme une pluie de confettis. Mais Jamal n'était pas de cela. Son calme triomphant n'était pas une danse macabre. Il n'avait pas cherché à humilier pour humilier. Il avait choisi de protéger sa propre dignité et, par la même action, d'obliger ceux qui s'étaient comportés comme souverains à regarder les conséquences de leurs gestes. Sa stratégie avait été simple, actionner des canaux légitimes, laisser la viralité faire le reste. Le mécanisme n'était pas cruel, il était implacable parce qu'il suivait la logique d'un monde où la réputation est une monnaie d'échange. La façon dont l'histoire se répandit prit des formes inattendues. Des podcasts consacrèrent des épisodes à la dynamique entre statut et responsabilité. Des chroniqueurs parlèrent de la manière dont un moment anodin pouvait ruiner une trajectoire. Des voix plus nuancées rappelèrent que ce type d'épreuve pouvait être un révélateur social. Qui sommes-nous quand nous croisons les invisibles ? D'autres racontèrent des anecdotes où la puissance institutionnelle inversait les rapports de force sans violence, seulement via des leviers administratifs et financiers. Pour les Halles, l'après fut un temps d'introspection forcée.
On vit des réductions d'activité, des déménagements d'images publiques, des interventions de relations publiques. Ils n'étaient pas ruinés à l'échelle de la planète, mais quelque chose s'était fissuré, la certitude que leur rang donnait un ticket pour l'impunité. Leurs discours se firent plus prudents, les éclats de rire se transformèrent en phrases soigneusement mesurées. Jamal reprit sa vie avec la même mesure qu'avant. Il continuait à fréquenter les mêmes lieux, mais plus rarement ce genre de soirée où le bruit remplace l'intimité. Il s'investit dans des projets plus discrets, signa des accords qui n'avaient pas besoin de projecteurs. Lorsqu'on l'interrogea, il ne se présenta pas en héros. Il répondit par une phrase simple et sans grandiloquence. « Je n'ai pas cherché à punir, j'ai seulement refusé de me rendre complice du mensonge selon l'étiquette justifie le mépris. » L'épisode laissa des traces, dans les mémoires comme un exemple de la fragilité des statuts, dans les circuits d'investissement comme une mise en garde sur l'impact de l'opinion publique, chez certains comme un motif de prudence. Mais il y eut aussi une transformation plus subtile, des conversations sur la dignité au travail, sur le traitement des autres dans des environnements feutrés et sur la responsabilité des dirigeants qui s'exposent au jugement de l'espace public. La leçon, si l'on peut l'appeler ainsi, n'était pas une morale délivrée du haut d'une estrade. Elle provenait des conséquences, un contrat à 8 millions de dollars suspendu, des vies professionnelles contraintes de se réarranger, des images partagées et discutées. Le monde, petit ou grand selon les perspectives, avait observé la redistribution d'un pouvoir discret. La viralité, cet instrument neutre, avait été le catalyseur. Il faut le dire clairement, cette histoire est une fiction. Elle s'inspire de dynamiques humaines reconnaissables, orgueil, humiliation, réseau, mais les noms, les entreprises et les événements sont inventés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et dites dans les commentaires ce que vous retenez le plus de cette soirée. Voulez-vous voir d'autres récits où le calme triomphe de l'arrogance? N'hésitez pas à liker et à partager.